Une simple fille de la campagne a été humiliée lors de son premier emploi, mais quand le PDG millionnaire l'a vue, il est tombé fou amoureux. Camille Brousseau fixait le paysage par la vitre du train à grande vitesse, les yeux écarquillés d'émotion. Les champs dorés et les collines paisibles de la Bourgogne défilaient à toute allure, s'effaçant lentement pour céder la place à l'immensité urbaine de Paris. Dans son sac usé, elle avait rangé une lettre d'embauche imprimée, soigneusement pliée. Comme si la toucher trop souvent pouvait la faire disparaître. À 27 ans, elle quittait Cluny pour la toute première fois avec un rêve simple mais inébranlable, se faire une place dans le monde de la mode. Son arrivée à la gare de Lyon fut un choc. Le tumulte, les annonces incessantes, les visages pressés, tout contrastait violemment avec le calme de sa ville natale. Camille marchait avec prudence, tirant une petite valise à roulettes, habillée d'un manteau beige bon marché et de bottines déjà un peu usées. Elle se sentait minuscule, invisible, mais aussi étrangement vivante. Elle logerait temporairement chez une cousine éloignée dans le 17e arrondissement, le temps de trouver quelque chose de plus stable. Le lendemain matin, elle se présenta devant la façade imposante de Morel Haute Mode, rue du Faubourg Saint-Honoré. L'immeuble tout en verre et acier reflétait un ciel gris typiquement parisien. Camille inspira profondément avant de franchir la porte tournante. À la réception, tout semblait sortir d'un magazine. Les murs blancs immaculés, les sièges design, l'éclairage tamisé. Elle s'approcha timidement du comptoir. « Bonjour, je suis Camille Brousseau. Je commence aujourd'hui comme réceptionniste junior. » L'assistante à l'accueil, une femme à la silhouette impeccable, leva à peine les yeux de son écran. Elle fit un geste mécanique vers l'ascenseur. « 4e étage, Nadège vous attend. » Camille monta, le cœur battant. Elle se savait différente. Son accent chantant du sud, son style modeste, sa manière d'observer le monde avec une naïveté assumée. Mais elle était déterminée à apprendre, à bien faire. Nadège la reçut avec un sourire tendu, un tailleur gris perle et une voix qui n'invitait pas à la confidence. Elle lui fit un tour rapide des lieux, lui montra son poste face à l'entrée principale et lui remit un badge. « Ici, on ne fait pas d'erreur. La clientèle est exigeante, l'image de la maison est sacrée, compris ?» Camille vaquiessa, les mains moites. Elle passa la matinée à observer, à prendre des notes, à répondre timidement aux appels. Les employés passaient devant elle comme des mannequins vivants, toujours pressés, souvent indifférents. Elle se sentit comme une figurante dans un film dont elle ne comprenait pas encore le scénario. À midi, une collègue plus douce, prénommée Inès, lui proposa de l'accompagner à la cafétéria au dernier étage. Là-haut, la vue sur Paris était époustouflante. Camille s'efforçait de suivre les conversations, les codes, les sourires discrets. Elle riait parfois, même si Hélène comprenait pas toujours la blague. Elle voulait s'intégrer, coûte que coûte. De retour à son poste, elle s'autorisa un instant à contempler l'immense hall. Elle se demanda si elle parviendrait un jour à être prise au sérieux dans un monde qui semblait n'avoir rien à voir avec le sien. Elle songea à sa mère, à Cluny, qui lui avait glissé un mot dans sa poche avant le départ. « Reste toi-même, même si personne ne comprend. » Camille s'accrocha à cette phrase toute la journée. Le soir venu, elle quitta l'immeuble le cœur lourd mais l'esprit éveillé. Ce n'était qu'un début, un premier pas timide dans un univers aussi froid qu'élégant. Mais elle y était. Enfin, elle marcha lentement sur les trottoirs mouillés, absorbant les sons de la ville, les odeurs de boulangerie, le grondement lointain du métro. Elle n'était plus la fille de la campagne. Elle devenait peu à peu Camille Brousseau, employée de Morel Haute Mode dans la capitale française de la mode. Elle ne savait pas encore que ce monde allait la briser, puis la révéler. Mais déjà quelque chose en elle changeait, et Paris, cette ville immense et indifférente, commençait à l'écrire dans son histoire. Le soleil ne s'était pas encore levé que Camille se tenait déjà devant le miroir du minuscule appartement de sa cousine, s'appliquant à lisser ses cheveux d'un brun châtain. Elle avait choisi une blouse crème discrète, un pantalon sombre et ses bottines les moins usées. Ce jour-là, elle voulait prouver à elle-même, et peut-être aussi à ses collègues, qu'elle était capable de s'intégrer. Un café. À peine bu, elle prit le métro avec une demi-heure d'avance, stressée à l'idée de son tout premier événement interne, le petit déjeuner d'accueil hebdomadaire avec l'équipe et quelques clients VIP. Arrivée dans le hall vide, elle alluma le poste de réception, vérifia ses notes
et tenta de mémoriser les noms qui figuraient sur la liste des invités. La tension montait en elle comme une brume froide. Nadège lui avait envoyé un message sec. « Prépare le buffet du 8e étage. Café, jus, viennoiserie. Et sois rapide. » Camille obéit, montant les escaliers à vive allure, ses mains tremblant légèrement. Dans la salle de réunion panoramique, le décor était somptueux. Les tables en marbre blanc, les fauteuils de velours, les murs vitrés donnant sur les toits de Paris, tout transpirait la sophistication. Camille déballa prudemment les croissants, plaça les tasses, remplit les carafes de jus d'orange, vérifiant chaque détail. Elle arrangea les serviettes en tissu avec soin, pensant à sa mère qui faisait toujours attention aux plis. Les premiers employés arrivèrent en groupe, discutant déjà des nouveaux modèles de la dernière collection italienne. Camille s'effaça discrètement derrière le comptoir de service. Elle écoutait sans vraiment comprendre, notant dans son esprit les mots anglais qui revenaient souvent. Branding, deadline, feedback. Puis une cliente importante fit son entrée. Élégante, drapée dans un manteau Balenciaga, elle s'approcha du buffet. Camille, voulant bien faire, se précipita pour lui offrir une tasse de café. Elle prit la tasse, la remplit, et tendit la main avec un sourire poli. Mais dans la précipitation, elle trébucha légèrement contre le pied d'une chaise. Le liquide, encore chaud, se renversa partiellement sur le rebord de la nappe blanche, éclaboussant le sac de la cliente. Le silence fut immédiat. La femme recula, choquée, inspectant son sac en cuir immaculé. Les employés autour se figèrent, certains étouffant un rire nerveux. Nadège surgit comme un spectre, talons claquant contre le sol. « Non mais enfin, Camille, c'est une cliente, pas une vache à traire !» lança-t-elle, sa voix résonnant dans toute la pièce. Camille, rouge pivoine, balbutia une excuse, mais Nadège n'en avait que faire. Elle arracha un torchon du chariot de service et s'adressa directement à la cliente. « Toutes nos excuses, madame. Cette débutante ne comprend pas encore les standards de la maison. » Elle appuya sur le mot « débutante » comme une gifle. Un murmure parcourut la salle. Des regards échangés, des sourires moqueurs. Camille, les yeux embués, tenta de nettoyer la nappe, mais ses gestes maladroits ne faisaient qu'empirer la situation. Une autre employée se pencha vers elle, murmurant à voix basse « Recule, tu fais pire que mieux. » La réunion reprit comme si rien ne s'était passé, mais Camille resta là, debout, en retrait, le visage fermé, le cœur battant à toute allure. Elle se sentit soudain étrangère à ce monde. Chaque éclat de rire lui semblait un coup de poignard, chaque regard évité, une condamnation silencieuse. Plus tard, dans un couloir vide, elle s'accroupit, tenant sa tête entre les mains. Elle aurait pu pleurer, crier, fuir, mais elle ne fit rien. Elle resta simplement là, respirant lentement, ravalant sa honte. Elle se rappela pourquoi elle était venue à Paris. Pour se battre, pour réussir. Pas pour se laisser écraser. Lorsqu'elle revint à son poste, personne ne la regarda. Nadège passa sans un mot, mais avec ce sourire condescendant qui en disait long. Inès, croisant son regard, lui adressa un clin d'œil de soutien. Camille s'y accrocha comme à une bouée. Elle termina sa journée dans un silence obstiné. Pas de plainte, pas d'excuses, seulement une résolution farouche, nouvelle, née de la douleur. Elle ne laisserait plus personne lui faire croire qu'elle ne méritait pas sa place ici. Même humiliée, elle restait debout. Et le plus important, elle apprenait. L'agitation matinale chez Morel Haute Mode n'était pas inhabituelle, mais ce mardi-là, elle avait une intensité particulière. Les couloirs bourdonnaient de voix. Rapides, les talons claquaient plus fort que d'habitude. Les écrans affichaient des tableaux anxieux de rendez-vous et de présentation. Quelque chose flottait dans l'air. Une tension que même les plus anciens sentaient sans qu'on leur dise. Camille, toujours affectée à la réception après son humiliation récente, s'efforçait de garder une posture droite, le sourire professionnel figé sur le visage. Personne ne lui avait reparlé de l'incident du buffet, mais l'atmosphère était restée teintée d'indifférence polie à son égard. Elle se sentait observée sans jamais être regardée, jugée sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Elle n'avait pas pleuré, pas une seule fois, mais elle sentait en elle une fêlure naissante, invisible à l'œil nu, mais que son corps, tendu à l'extrême, trahissait par de petits tremblements discrets. Vers 9h40, la grande porte vitrée du hall d'entrée s'ouvrit dans un courant d'air sec. 3 hommes en costume sombre entrèrent, visiblement attendus.
Derrière eux, un quatrième homme fit son apparition, et cette fois, tout sembla ralentir. Le silence se fit presque naturellement autour de sa silhouette. Alexis Morel n'était pas un inconnu pour l'équipe. Il était le fondateur et PDG de l'entreprise, la figure mythique à l'origine de l'Empire, celui dont la vision avait tissé Morel Haute Mode au sommet du marché européen. Pourtant, il ne se rendait presque jamais aux sièges. Il travaillait la plupart du temps depuis son bureau privé à Neuilly ou en déplacement entre Milan, Tokyo et New York. Sa présence physique était aussi rare que remarquable. Camille, prise au dépourvu, resta figée derrière le comptoir, les yeux écarquillés. Elle n'avait jamais vu Alexis Morel en personne, seulement en photo, dans les articles de mode ou les interviews économiques. Elle l'avait imaginé plus distant, plus austère, mais ce qu'elle vit devant elle n'avait rien d'un fantôme administratif. Il était grand, les cheveux poivre et sel, le regard perçant mais calme. Il traversa le hall sans précipitation, comme s'il contrôlait l'espace par sa seule marche. Il échangea quelques mots avec ses accompagnateurs, puis tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent. Ce ne fut pas un regard long, ni particulièrement expressif. Mais pour Camille, ce fut comme une seconde suspendue. Elle sentit quelque chose d'indéfinissable dans les yeux d'Alexis. Une curiosité peut-être, ou un étonnement. Pas de moquerie, pas d'impatience. Juste ce regard précis, intense, posé sur elle comme un projecteur discret. Et puis il passa. Elle se sentit rougir sans savoir pourquoi. Peut-être à cause du contraste entre sa tenue simple et le raffinement environnant. Peut-être parce qu'elle se souvenait trop bien de la honte récente et qu'elle redoutait que son nom soit déjà associé à maladresse et incompétence. Mais Alexis ne dit rien. Il ne fit aucun commentaire, ne s'arrêta pas. Il monta simplement dans l'ascenseur privé, escorté par les cadres supérieurs, et disparut dans les étages supérieurs. Camille reprit son souffle, sans comprendre pourquoi elle l'avait retenu. Le reste de la journée se déroula dans une ambiance étrange. Des rumeurs circulaient. Alexis était là pour rencontrer un investisseur américain. Un nouveau partenariat stratégique, un audit surprise, tout le monde avait sa version. Mais une chose était certaine. Sa venue avait déclenché une onde de nervosité à tous les étages. Nadège, habituellement froide et intransigeante, trottait dans les couloirs en vérifiant chaque détail. Les superviseurs se parlaient à voix basse. Même Inès semblait plus tendue que d'habitude. Pour Camille, pourtant, cette journée fut différente. Elle n'avait échangé aucune parole avec Alexis, mais ce simple regard avait éveillé en elle une sensation inattendue. Pas de romantisme naïf, pas de fantasme. Plutôt une forme de reconnaissance muette, comme si au milieu d'une foule qui ne la voyait pas, quelqu'un avait enfin pris le temps de la voir. En fin d'après-midi, alors qu'elle rangeait quelques documents, elle aperçut Alexis redescendre seul par l'escalier central. Il s'arrêta un instant dans le hall, regardant autour de lui comme pour capter une dernière impression des lieux. Son regard se posa de nouveau sur Camille. Cette fois, il sourit. Un simple sourire discret, mais sincère. Elle répondit par un léger hochement de tête, le cœur battant sans comprendre pourquoi ce geste si anodin la bouleversait autant. Quelques minutes plus tard, il avait quitté les lieux et tout reprenait son cours habituel. Mais Camille savait déjà que quelque chose venait de changer. Pas dans l'entreprise, en elle. Hélène ne pouvait pas encore nommer ce changement, ni même le mesurer. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle avait senti qu'elle existait, non comme une erreur à corriger, mais comme une personne à part entière. Et ce regard-là, elle n'était pas prête de l'oublier. Les jours suivants, la visite d'Alexis Morel passèrent dans une ambiance morne. L'apparition fulgurante du PDG avait été commentée, décortiquée, mais déjà les esprits s'étaient recentrés sur la routine exigeante de l'entreprise. Camille, elle, ne parvenait pas à oublier, non pas qu'elle nourrissait des illusions sur ce bref échange de regards, mais cette infime reconnaissance silencieuse l'avait ancrée plus solidement dans ce lieu qui, jusque-là, la rejetait presque instinctivement. Pourtant, son retour à la réalité fut brutal. Le vendredi matin, elle fut convoquée dans le bureau vitré de Nadège. La superviseuse, droite comme une lame, la fit entrer sans lui adresser un sourire. Le ton était neutre, presque administratif, comme si la décision avait déjà été gravée dans le marbre. « Camille, ton profil n'est manifestement pas adapté à l'accueil clientèle. Ton comportement lors du petit déjeuner a été remarqué
Et disons que tu ne corresponds pas à l'image que nous souhaitons transmettre. La crise. Camille sentit sa gorge se nouer, mais elle ne laissa rien paraître. Elle s'attendait à une sanction, mais pas à cela. Pas ce ton froid, impersonnel, qui ne tenait aucun compte de son effort ni de sa volonté. Nadège poursuivit sans détour, « Tu ne seras pas renvoyé. Alexis a demandé qu'on te donne une autre chance. » Ce nom prononcé si sèchement frappa Camille comme un choc sourd. Elle ne répondit rien attendant la suite. « À partir de lundi, tu seras affecté au sous-sol dans le département logistique. Inventaire, préparation des envois, gestion des stocks, c'est physique, mais au moins tu ne seras pas en contact avec les clients. » Cette dernière phrase glaciale claquait comme une sentence. Camille acquiesça lentement, consciente qu'on venait de la reléguer dans un coin invisible de l'entreprise. Mais elle n'avait pas été licenciée. C'était une humiliation, certes, mais aussi une ouverture. Une brèche où elle pourrait peut-être reconstruire. Le lundi suivant, elle descendit les escaliers métalliques qui menaient aux entrailles du bâtiment. Le sous-sol n'avait rien du luxe des étages supérieurs. Le sol en béton, les néons blancs, les rayonnages métalliques, l'odeur du carton et du tissu brut donnaient à l'endroit une atmosphère de coulisses, un lieu où les mains travaillaient sans que les yeux du mondaine se posent jamais. Le chef du stock, un homme bourru prénommé Michel, l'accueillit sans enthousiasme mais sans mépris non plus. Il lui montra les procédures, les emplacements, les codes internes. Elle passa sa première journée à plier, scanner, étiqueter, ranger. Pas un mot de trop, pas de regard désobligeant. Ce silence brut avait quelque chose de réparateur. Ici, on ne lui demandait pas d'être élégante, juste d'être efficace. Au fil des semaines, Camille se mit à comprendre les failles du système. Les retards de livraison étaient fréquents, les listes imprimées souvent obsolètes, les erreurs d'envoi devenues monnaie courante. Plutôt que de s'en plaindre, elle prit des notes, établit des tableaux, tenta de créer un ordre nouveau dans ce chaos organisé. Elle passait ses soirées à réfléchir à des moyens d'optimiser les trajets internes, de simplifier les entrées et sorties de marchandises. Un jour, Michel la surprit en train de réorganiser un mur de casier avec une méthode codée par couleur. Il s'approcha, fronça les sourcils, puis haussa les épaules. « Si ça marche, on garde. » Ce n'était pas un compliment, mais c'était une validation. Peu à peu, Camille gagna une forme de respect, discret, silencieux, mais réel. On commença à lui poser des questions, à lui demander où ranger certaines pièces, à lui confier des inventaires plus sensibles. Elle se levait chaque matin avec des courbatures, mais aussi avec un objectif clair. Ce n'était pas la place qu'elle avait rêvée, mais c'était une place. Un après-midi, alors qu'elle était en train de compiler les données d'un envoi raté, elle vit par hasard Alexis descendre au sous-sol, accompagné d'un cadre du service achat. Elle se redressa instinctivement. Il s'arrêta à l'entrée, balaya la pièce du regard et la vit. Il s'approcha. « Vous êtes Camille, c'est ça ?» Elle hocha la tête, surprise. Sa voix était calme, mais directe. Il observa le panneau qu'elle avait installé, indiquant les nouvelles zones de rangement. Il parcourut des yeux le tableau qu'elle tenait. « Ce système, c'est vous qui l'avez conçu ?» Elle confirma d'un ton modeste, expliquant brièvement ses motivations. Alexis resta silencieux un instant, puis tourna la tête vers le cadre qui l'accompagnait. « Prenez note de ça, on pourrait le déployer au dépôt principal. » Puis, se tournant de nouveau vers elle, il ajouta simplement « Bon travail » et il s'éloigna. Ce fut rapide, sans emphase. Mais dans la bouche d'un homme comme lui, ces deux mots résonnaient avec une force décuplée. Camille, interdite, resta debout plusieurs minutes après son départ, les joues brûlantes d'émotions contenues. Elle n'avait pas été remerciée pour sa tenue, ni pour son sourire, ni pour sa politesse, mais pour son travail, son intelligence, sa rigueur. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes de Morel Haute Mode, elle se sentait légitime, et ce sentiment, pour elle, valait plus que toutes les mondanités du 8e étage. Le mardi suivant, le sous-sol bourdonnait, d'activités plus que d'ordinaire. Une livraison massive de tissus haut de gamme était arrivée depuis Milan, et l'équipe logistique se retrouvait débordée. Camille, comme à son habitude, s'était rendue sur place bien avant l'heure officielle pour préparer les espaces de stockage. Elle avait anticipé les mouvements de palettes, recalculé les zones de rotation rapide et établi une feuille de suivi manuel en complément du système informatique encore bancal. Cela n'était pas requis, mais pour elle, c'était devenu naturel.
Autour d'elle, les autres employés du sous-sol commençaient à lui adresser la parole avec un mélange d'étonnement et de respect. Camille n'était plus seulement la fille de l'accueil qu'on a descendue au stock. Elle devenait une pièce essentielle du rouage souterrain de Morel à haute mode. Elle n'en tirait aucune vanité, mais son regard avait changé. Son pas était plus sûr, son silence plus dense. Vers 11 heures du matin, une rumeur traversa les rangées de cartons et de portants roulants. Alexis Morel faisait une nouvelle. Tournée cette fois avec 2 investisseurs allemands venus inspecter les capacités opérationnelles de la maison. Le nom d'Alexis circulait désormais parmi les employés comme une énigme en marche. Il apparaissait, puis disparaissait, laissait derrière lui une traînée de spéculations et de silences interrogateurs. Camille ne s'en préoccupa pas. Elle continuait son travail, concentrée sur une erreur d'étiquetage dans un lot de foulards imprimés. Elle s'agenouilla pour comparer les numéros de série, le front légèrement perlé de sueur. Elle ne vit pas tout de suite les chaussures impeccables qui s'arrêtèrent à quelques centimètres d'elle. Quand elle leva la tête, Alexis se tenait là. Il ne portait pas de cravate, mais sa chemise bleu nuit tombait parfaitement sur ses épaules. À ses côtés, 2 hommes en costume observaient le local avec curiosité, mais lui ne regardait que Camille. « C'est bien vous, mademoiselle Brousseau ?» Elle se redressa immédiatement, surprise, mais tenta de garder contenance. « Oui, monsieur. » Il se tourna vers ses visiteurs. « C'est elle qui a restructuré l'ensemble de notre système de stockage secondaire. Le taux d'erreur est passé de 22% à moins de 5 en 3 semaines. » Un silence pesa sur la pièce. Les investisseurs hochèrent la tête, impressionnés. Alexis ajouta, presque comme un murmure destiné uniquement à Camille, et sans aucune formation officielle. Elle ne sut quoi répondre. Ce n'était pas une réunion, pas un espace pour les compliments. Pourtant, ces mots, si simples, si directs, la frappèrent au plus fort que n'importe quelle reconnaissance officielle. L'un des cadres présents nota quelque chose sur une tablette. Alexis observa un instant le mur de croquis et de tableaux de Camille, puis regarda autour de lui, comme s'il mesurait l'impact réel de son initiative. « Il serait bon de dupliquer ce modèle dans les autres dépôts », déclara-t-il à haute voix s'adressant au directeur logistique, qui opinait sans trop comprendre d'où venait cette soudaine lumière sur une partie si souvent ignorée de l'entreprise. Alexis n'attendit pas de réponse. Il hocha la tête en direction de Camille, sans sourire cette fois, mais avec une intensité calme, puis repartit avec sa délégation, leurs pas s'éloignant sur le sol en béton brut. Lorsque le silence retomba, Camille resta figée un instant, la poitrine serrée d'une émotion contradictoire. Elle savait que ce geste n'était peut-être rien pour un homme de son rang, une remarque professionnelle, une simple observation. Mais dans un monde où elle avait commencé comme une anomalie gênante, ces mots étaient un séisme discret. Dans l'après-midi, l'atmosphère changea. Les regards dans les couloirs du sous-sol n'étaient plus les mêmes. Certains collègues, autrefois distants ou même condescendants, vinrent lui poser des questions techniques. D'autres, plus prudents, évitèrent de trop s'approcher, comme si son nom commençait à brûler. En haut, au siège, les échos de la visite remontèrent rapidement. Nadège entendit parler de Camille dans un contexte qu'elle n'apprécia pas. Elle mâcha nerveusement son stylo en lisant le rapport logistique envoyé par le département. Le nom de Camille y figurait 3 fois. Alexis l'y avait glissé, lui-même comme un appui explicite. Ce fut un basculement silencieux mais déterminant. Camille ne l'avait pas cherché. Hélène n'avait pas demandé à être remarquée. Pourtant, l'attention d'Alexis avait été comme une torche allumée dans l'obscurité des souterrains. Pas un feu de projecteur, plutôt une lumière fixe, orientée, précise. Ce soir-là, en rentrant chez sa cousine, elle monta sur le toit de l'immeuble, un carnet de croquis à la main. Elle y nota, ligne après ligne, les idées qu'elle avait pour rationaliser les trajets internes, les cycles de commande, les délais de livraison. Ce n'était pas une obligation. Personne ne le lui demandait, mais elle sentait que quelque chose naissait en elle. Une compétence, un regard, un début d'élan. Elle ne savait pas où cela mènerait. Mais elle savait une chose. Désormais, elle était visible. Et dans cet univers de luxe et de performance, cela voulait tout dire. Le lundi suivant, une brume tenace enveloppait Paris dès les premières heures du matin, et dans les sous-sols. De Morel Haute Mode,
Camille ne ressentait plus la morsure du froid comme avant. Elle était absorbée par ses tableaux de roulement, ses feuilles de réception, ses codes couleurs improvisés qui avaient réorganisé tout le système logistique du site secondaire. Ce n'était plus un travail pour elle. C'était devenu une mission. Elle ne visait pas la reconnaissance, même si elle en avait goûté une fine tranche, mais une forme de victoire personnelle. Le silence autour d'elle n'était plus un isolement. Il s'était transformé en espace de concentration et de construction. Mais au-dessus d'elle, dans les étages où les chaussures cirées résonnaient sur le marbre poli, Nadège observait tout cela d'un œil très différent. Depuis l'éloge public d'Alexis à l'égard de Camille, un malaise croissant avait commencé à s'installer dans son esprit. Elle, qui s'était taillée une réputation de rigueur froide et de perfection clinique, voyait son autorité subtilement fragilisée. Le nom de Camille, jadis synonyme de maladresse et d'embarras, revenait désormais dans des phrases où il était associé à des termes comme initiative, amélioration, rendement. Elle ne pouvait tolérer cela. Pas venant d'une réceptionniste reléguée au sous-sol. Pas dans une maison de haute couture où les apparences étaient aussi importantes que les résultats. Elle commença à surveiller de loin, à glaner des informations, à relire certains rapports avec une attention aiguisée. Elle se souvenait très bien du visage de Camille lors de cette scène du petit déjeuner, cette rougeur humiliée qu'elle avait elle-même provoquée. Et maintenant, elle voyait dans cette même fille une lueur qu'elle ne supportait pas. C'est alors qu'elle eut une idée simple mais terriblement efficace. Le système logistique de Camille, bien qu'efficace, reposait en partie sur des fichiers internes partagés entre différents services. L'accès n'était pas restreint. Il suffisait d'une manipulation habile pour provoquer un faux mouvement, un décalage, une erreur, une anomalie. Nadège demanda discrètement à un de ses assistants de transférer des fichiers de la plateforme centrale vers l'un des dossiers utilisés par Camille. Elle prétexta une vérification de cohérence. Puis, à l'insu de tous, elle modifia quelques chiffres clés dans les inventaires de la semaine précédente. Pas suffisamment pour que cela paraisse volontaire, juste assez pour que le système de Camille semble faillir. Un lot de robes en soie disparut virtuellement, déplacé d'un code d'emplacement à un autre. Une fausse date de réception fut insérée. L'erreur ne serait pas immédiate. Elle exploserait dans les jours suivants, lors de l'expédition. Et, comme prévu, cela arriva. 3 jours plus tard, une commande importante destinée à une cliente de Dubaï fut déclarée incomplète. La robe principale manquait. Dans les fichiers, elle avait pourtant été enregistrée comme stockée et prête à l'envoi. Camille fut la première à s'en étonner. Elle revérifia tout, remonta les données, retraça les mouvements, reconstitua la chaîne de vérification. Tout pointait vers une incohérence soudaine qu'elle ne comprenait pas. Le chef logistique Michel, bien que d'un naturel placide, lui demanda de faire un rapport écrit sur l'incident. Ce fut la première fois qu'il utilisa un ton formel avec elle. Cela suffit pour déclencher un frisson d'inquiétude dans l'esprit de Camille. Quelque chose clochait. Le lendemain, Nadège descendit en personne au sous-sol, une tablette, en main un sourire à peine dessiné. « Je viens auditer quelques opérations. Alexis veut un rapport complet avant la réunion de direction. » Elle parla à Michel, passa en revue les registres et bien entendu s'attarda sur la zone gérée par Camille. Elle fit semblant de découvrir l'erreur du lot de robes, feignant la surprise. Puis elle posa des questions de plus en plus précises, presque inquisitrices, à Camille. « Et ces fichiers, tu les modifies seul? Tu n'as pas de validation croisée ?» demanda-t-elle, la voix mielleuse. Camille tenta d'expliquer son système, son protocole de double vérification, l'interface encore en développement qu'elle complétait manuellement. Mais Nadège hochait la tête d'un air préoccupé, comme si elle découvrait un gouffre de négligence. Il faudra qu'on en parle à la direction. Une erreur de ce type est inacceptable, surtout après une telle visibilité. Elle laissa cette phrase, en suspens, acide et calculée, puis s'éloigna. Camille resta seule un moment, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle n'avait pas commis cette erreur. Elle en était sûre. Mais les chiffres étaient là, les fichiers montraient des données falsifiées. Quelqu'un les avait changés. Mais qui? Et comment le prouver? Elle n'avait jamais envisagé que l'on puisse lui tendre un piège. Pas dans cet univers où elle pensait enfin gagner sa place par l'effort et la compétence. Le soir même, elle prit son vieux carnet de croquis et s'assit sur le lit, les jambes croisées. Elle
nota chaque mouvement suspect des derniers jours, chaque anomalie, chaque ligne modifiée qu'elle pouvait retracer. Elle n'avait pas de preuves formelles, mais elle pressentait l'ombre derrière tout cela. Une ombre élégante, bien habillée et terriblement menaçante. Elle ne pleura pas. Elle n'était plus cette fille qui retenait ses larmes dans un couloir vide. Elle était en train de devenir quelqu'un d'autre, et cette fois, elle comptait bien ne pas se laisser briser. Pas sans comprendre, pas sans se défendre. Nadège avait déclenché un jeu dangereux, et Camille, même sans en connaître les règles, venait d'y être plongée. Camille arriva tôt ce matin-là, bien avant que les néons ne s'allument automatiquement, dans le sous-sol logistique de Morel Haute-Mode. Le silence profond du bâtiment vide lui rappelait la campagne de Cluny, quand l'aube ne révélait que le chant des oiseaux et les bruits lointains de la terre encore endormie. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là pour travailler comme d'habitude. Elle était venue chercher la vérité. Depuis l'incident de la commande manquante, la tension s'était installée entre les murs froids du département. Les échanges entre collègues étaient devenus prudents, filtrés par de regards hésitants. Michel évitait désormais les plaisanteries et certains employés prenaient soin de ne plus confier à Camille les lots les plus sensibles. Tout cela sans qu'un mot ne soit dit, sans qu'une accusation officielle ne soit formulée. Mais elle sentait la fracture, invisible mais tranchante. La veille, en fouillant parmi les anciennes feuilles de suivi et les historiques de fichiers, Camille avait constaté des modifications impossibles, des lignes supprimées, des données déplacées, des enregistrements faits à des heures où elle n'était même pas connectée. Elle n'était pas une experte en informatique, mais elle avait toujours eu le réflexe de noter à la main ce qu'elle entrait dans le système, juste au cas où. Une vieille habitude née d'une méfiance naturelle. Ces notes, soigneusement conservées, dans un classeur rouge, ne correspondaient plus aux fichiers numériques, et cela ne pouvait pas être une simple erreur. Elle repensa à la manière dont Nadège l'avait interrogée, à ce ton doucereux derrière lequel se cachait une menace, à peine voilée. Elle n'avait plus de doute. C'était une manœuvre délibérée, mais accuser une supérieure sans preuve tangible serait suicidaire. Elle savait aussi que, dans cet univers, la hiérarchie et l'image primaient sur la vérité nue. Alors elle choisit une autre voie. Elle se dirigea vers le 4e étage, celui du service informatique. Là, dans un bureau exigu rempli d'écrans et de câbles, travaillait Émile, un technicien discret qu'elle avait croisé plusieurs fois à la cafétéria. Ils avaient échangé quelques mots sur la lenteur des machines du sous-sol, sur les mises à jour qui ne s'implantaient jamais, correctement. Il n'était pas bavard, mais il avait un regard franc. Elle attendit qu'il arrive et lorsqu'il entra, elle se leva d'un bond. « Émile, excuse-moi, j'aurais besoin d'un service. » Il la regarda surpris. Elle expliqua brièvement ce qu'elle soupçonnait. Elle n'employa pas les noms de Nadège, se contentant de parler de manipulation et de accès non autorisé. Émile fronça les sourcils. « Tu veux que je regarde les logs d'activité ?» Elle acquiesça. Il hésita. « Je peux pas te donner les infos directement. C'est confidentiel, mais si je vois quelque chose d'anormal, je peux t'indiquer où chercher. » C'était tout ce dont elle avait besoin. 2 jours plus tard, Émile glissa un petit post-it dans sa poche à la pause déjeuner. Une série de chiffres, une date, une heure, un terminal. Cela correspondait exactement au moment où les données du lot de robes avaient été modifiées. Mais ce n'était pas elle qui était connectée à ce terminal, ni Michel, ni aucun membre de l'équipe logistique. Elle retourna dans son bureau improvisé au sous-sol, sortit les captures d'écran, imprima les tableaux comparatifs, ajouta ses notes manuscrites. Lentement, méthodiquement, elle construisit un dossier. Rien d'agressif, rien de direct. Juste une compilation précise, neutre, irréfutable. Mais quand elle acheva son travail, elle hésita. Exposer Nadège reviendrait à entrer en conflit frontal avec l'une des figures les plus puissantes de la maison. Même avec des preuves, elle risquait de passer pour vindicative, voire manipulatrice. Et si Alexis intervenait encore, cela pourrait aggraver sa situation, donner l'impression qu'elle usait d'un quelconque favoritisme. Or, elle voulait tout sauf cela. Elle voulait être vue pour ce qu'elle était réellement, compétente, rigoureuse, méritante. Le soir, chez elle, elle relut chaque ligne du dossier. Elle pensa à sa mère, à ses valeurs, à l'idée de justice qu'on lui avait inculquée depuis l'enfance.
Elle se demanda si se taire n'était pas plus simple, si retourner à Cluny ne serait pas une fuite plus douce. Mais une colère froide s'installait en elle. Elle n'avait pas quitté sa ville natale, enduré l'humiliation, supporté le sous-entendu pour courber l'échine au premier coup bas. Non, elle resterait droite, et elle choisirait son moment. Le lendemain, elle croisa Alexis dans le hall par hasard. Il marchait seul, lisant un dossier. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta brièvement. « Camille, vous allez bien ?» Elle hocha la tête. Elle aurait pu tout lui dire là, lui montrer les papiers, laisser tomber la bombe. Mais elle n'en fit rien. Elle le regarda droit dans les yeux et répondit simplement « J'apprends ». Il la fixa un instant, un éclair d'intérêt dans le regard. Puis il reprit sa marche, sans ajouter un mot. Ce fut suffisant. Camille comprit qu'elle devait continuer seule pour l'instant. Elle affinerait son dossier, le rendrait inattaquable. Elle n'agirait ni par vengeance, ni par orgueil, mais par nécessité, parce que se taire cette fois serait trahir ce qu'elle avait construit. Et elle n'était plus la fille du buffet, elle était Camille Brousseau, et elle n'allait pas reculer. Camille avait peaufiné son dossier avec une rigueur presque obsessionnelle. Chaque élément avait été vérifié 2 fois, chaque document croisé avec des sources internes, chaque incohérence signalée et datée. Pourtant, malgré l'évidence de la manipulation, elle hésitait encore à le transmettre officiellement. Le poids de la hiérarchie, les non-dits d'entreprise et surtout la peur de déclencher une guerre ouverte avec Nadège la paralysaient. Mais elle n'eut pas le luxe de décider du bon moment. Un jeudi matin, alors qu'elle s'apprêtait à scanner de nouveaux bons de livraison, Michel la convoqua discrètement dans son bureau, les traits plus fermés qu'à l'habitude. L'espace était étroit, mal éclairé, mais l'atmosphère y était tendue comme un fil. Camille sentit immédiatement qu'un événement s'était produit. Il ne prit pas le temps des formalités. « J'ai reçu une note du département des ressources humaines. Ils veulent te voir immédiatement. » Elle sentit son estomac se contracter. Michel évita soigneusement son regard. Il ne semblait ni complice ni rassuré, plutôt mal à l'aise, comme s'il pressentait qu'il participait, malgré lui, à une erreur. Camille prit ses affaires en silence et monta au 6e étage. Le bureau des ressources humaines contrastait avec le reste de l'immeuble. Des tons doux, des plantes vertes, un mobilier au design apaisant. Une illusion, pensa-t-elle, pour rendre digestes les moments les plus difficiles. À l'intérieur, elle trouva 2 responsables RH, dont une femme qu'elle connaissait vaguement de vue. Tous 2 affichaient une expression faussement neutre. Ils l'invitèrent à s'asseoir. Puis l'homme prit la parole. « Camille, nous avons constaté plusieurs anomalies récurrentes dans les processus logistiques que vous supervisez. 3. Incidents en 2 semaines, des écarts de stock, des erreurs d'enregistrement, des incohérences dans les fiches d'expédition. » Elle resta figée. Elle n'avait pas imaginé que Nadège irait aussi loin. 3 incidents. Pas un. Ils avaient fabriqué une trame, un schéma fictif, une stratégie d'accusation calculée. Nous sommes obligés d'ouvrir une procédure disciplinaire interne. Le mot tomba comme un couperet. Elle aurait voulu répondre, hurler, claquer sur la table son dossier de preuves. Mais une forme d'instinct la retint. Elle sentit que le moindre faux pas, la moindre réaction trop vive, serait interprétée comme une tentative de diversion. Elle demanda simplement « Puis-je consulter les détails de ces incidents ?» Les responsables se regardèrent brièvement, puis lui tendirent une pochette. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement les documents trafiqués. Des copies imprimées sans métadonnées, sans historique d'accès. Des papiers soigneusement nettoyés de toute trace numérique. Ils avaient été préparés avec soin, comme des pièces de théâtre jouées à huis clos. Elle ne se défendit pas. Pas encore. Elle demanda seulement du temps pour préparer sa réponse. On lui accorda 48 heures. Puis elle sortit du bureau, le cœur en feu mais le visage de marbre. Le bruit de sa convocation s'était déjà répandu. Dans les couloirs, certains baissèrent les yeux, d'autres chuchotaient. Camille descendit au sous-sol, évitant les regards. Michel ne dit rien, mais son silence parlait. L'atmosphère était étouffante. Chaque geste devenait une lutte. Chaque minute semblait l'éloigner d'un avenir qu'elle pensait avoir enfin frôlé. En début d'après-midi, alors qu'elle réorganisait mécaniquement des cartons, une alerte afficha sur son téléphone de service. Réunion urgente. Salle des directeurs. 15 heures précises. L'expéditeur était Alexis Morel. Elle monta sans réfléchir.
Les étages défilaient, comme dans un cauchemar. Quand elle entra dans la salle de réunion, Alexis était déjà là. Debout, les mains croisées derrière le dos, il fixait l'écran principal. À ses côtés, Nadège, droite, calme, presque satisfaite. Les deux responsables RH étaient également présents, ainsi que Michel, visiblement mal à l'aise. Camille s'installa en silence. Alexis ne la regarda pas immédiatement. Il prit la parole avec cette autorité tranquille qu'elle lui connaissait. « Nous sommes ici pour faire la lumière sur une série d'erreurs logistiques qui nuisent à notre image et à notre efficacité. » Il se tourna vers Nadège, qui s'empressa de projeter un tableau récapitulatif. Des graphiques, des listes de dates, des photos de bons de livraison, tout semblait imparable. Camille écoutait en silence, retenant chaque détail. Puis, au moment où Nadège s'apprêtait à conclure son intervention, Alexis l'interrompit. « Et vous êtes certaine de la source de ces erreurs ?» Nadège haussa un sourcil. Elles sont toutes liées au fichier géré par Camille. Il la fixa un moment, puis se dirigea vers la table centrale. Il y posa un dossier noir, identique à celui que Camille avait préparé. Lorsqu'il l'ouvrit, les premières pages affichèrent les logs d'activité du système informatique. Des horaires, des noms d'utilisateurs, des codes internes. Camille reconnut aussitôt les données fournies par Émile. Elle ne comprenait pas comment Alexis y avait eu accès, mais elles étaient là, intactes, inattaquables. Il poursuivit. Curieusement, certaines modifications ont été faites depuis le terminal du bureau de Nadège, et cela à des horaires où Camille était officiellement absente. Le silence fut brutal. Nadège resta figée. Elle tenta de répliquer, de parler de tests, de consultations de routine, mais Alexis la coupa sèchement. « Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de manœuvre, mais je ne tolère pas qu'on s'en prenne à une employée qui fait preuve d'un engagement irréprochable. » Puis enfin, il regarda Camille, longuement. « Vous n'avez plus besoin de vous défendre, c'est à eux de s'expliquer. » Elle ne sut que répondre. Dans cette pièce où elle pensait être jugée, elle avait été défendue, publiquement, sans ambiguïté. La réunion se termina dans une tension glaciale. Nadège quitta la salle la première, sans un mot. Les RH suivirent, mal à l'aise. Michel resta un instant, puis sortit à son tour. Alexis et Camille restèrent seuls. Il s'approcha sans dire un mot. Elle voulut parler, mais il leva la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait, et je l'ai vu. » Puis il sortit, la laissant seule dans cette salle où sa dignité venait d'être restaurée. Mais au fond d'elle, ce n'était pas la victoire qui battait le plus fort. C'était un trouble nouveau, profond, que le regard d'Alexis avait réveillé. Depuis la confrontation en salle de réunion, le nom de Camille n'était plus prononcé à la légère dans les couloirs de Morel Haute-Mode. Les regards qui autrefois la traversaient comme si elle n'existait pas, se chargèrent désormais d'un mélange de crainte et de respect. Les plus malins comprenaient que si le PDG lui-même s'était impliqué pour démêler une affaire interne, c'était que la jeune femme possédait bien plus que ce que son apparence discrète laissait présager. Mais pour Camille, cette soudaine attention n'avait rien d'un triomphe. Elle n'en tirait ni fierté ni satisfaction. Elle restait prudente sur ses gardes, consciente que dans cet environnement, la vérité pouvait être utilisée comme un outil ou comme une arme selon les mains qui la brandissaient. Alexis, quant à lui, ne parvenait pas à détourner l'esprit de ce qu'il avait vu dans le regard de Camille pendant la réunion. Il avait observé de nombreuses personnes au fil de sa carrière, créateurs, investisseurs, stratèges, mais rarement quelqu'un avait suscité en lui cette étrange certitude que la droiture pouvait encore exister dans les rouages complexes d'une grande maison de luxe. Il ne comprenait pas encore tout ce que cela éveillait en lui, mais il savait une chose, ce n'était ni passager ni anodin. Le soir même de la confrontation, dans son bureau privé de Neuilly, Alexis relut les copies des fichiers logiques qu'il avait obtenus grâce à un contact du service informatique, bien avant même que Camille n'ait remis son propre dossier. Ce qui l'avait alerté, ce n'était pas seulement l'incohérence des données, mais la manière avec laquelle Nadège avait orchestré sa présentation. Trop parfaite, trop préparée, trop fluide pour être honnête. Il connaissait Nadège depuis des années, connaissait sa loyauté envers la marque, mais aussi son ambition sans faille et sa capacité à éliminer les obstacles avec une froideur chirurgicale. Ce n'était pas la première fois que des soupçons surgissaient autour d'elle. Des départs précipités, des conflits internes étouffés, des talents inexplicablement poussés vers la sortie. Jusqu'à présent,
Alexis n'avait jamais eu de raison concrète d'intervenir. Mais cette fois, ce n'était pas un talent comme les autres qu'on essayait d'éteindre. C'était Camille. Il se mit à parcourir les anciens rapports de ressources humaines, les évaluations internes, les notes de service. À chaque page, une ligne, un mot, une absence de justification renforçait sa conviction. Quelque chose ne tournait pas rond dans la mécanique des promotions et des rétrogradations. Des schémas apparaissaient, des patronymes récurrents, des signalements effacés sans suite. Alexis convoqua un entretien confidentiel avec un ancien cadre du service financier, désormais retraité, qui avait travaillé aux côtés de Nadège. Dans un café discret de la rue Saint-Dominique, ils échangèrent pendant 1 heure. Le vieil homme confirma ce que les documents ne disaient pas. La main de Nadège s'était insinuée subtilement dans toutes les sphères de pouvoir intermédiaire de l'entreprise. Elle ne visait pas la direction générale, non, mais elle contrôlait l'organigramme du quotidien. Égard à ceux qui se mettaient en travers de sa route. Le lendemain, Alexis demanda un rapport complet sur toutes les décisions. RH concernant les employés juniors des 3 dernières années. Officiellement, il justifia cette demande par une volonté de réévaluer les dynamiques internes de performance. Officieusement, il traquait les empreintes d'un système parallèle, occulte, que personne n'avait osé dénoncer jusqu'alors. Il convoqua également Émile, le technicien informatique. Le jeune homme entra dans le bureau du PDG avec une nervosité palpable. Alexis, sans détour, lui demanda s'il avait aidé Camille. Émile hésita, puis confirma. Il croyait être réprimandé. À la place, Alexis lui dit « Vous avez fait ce qu'un bon professionnel fait quand il voit une injustice. Vous pouvez être fier. » Émile ressortit du bureau aussi perplexe que soulagé. Pendant ce temps, Camille poursuivait son travail au sous-sol, redoublant de précision. Elle savait qu'un silence pesant précédait souvent les décisions les plus lourdes dans ce type des structures. Et cette attente, cette incertitude, était plus éprouvante que l'accusation elle-même. Un vendredi, Alexis descendit une nouvelle fois sans prévenir. Il portait une chemise noire sobre, les manches légèrement retroussées, comme s'il venait de quitter un atelier plutôt qu'une réunion. Il s'arrêta devant le poste de Camille. « Vous avez 1 minute ?» Elle le suivit dans la salle de réunion vide à côté des rayonnages. Il s'assit, l'invita à faire de même. « Je vous dois des excuses, Camille. Ce que vous avez subi n'aurait jamais dû arriver dans une maison comme celle-ci. » Elle voulut protester, dire que ce n'était pas sa faute, qu'il avait corrigé la situation. Mais il la coupa. Ce n'est pas seulement une question d'erreur interne, c'est une faille dans notre culture, et vous avez eu le courage de ne pas vous taire. Il fit une pause, puis ajouta « Je suis en train d'examiner tout ce qui a entouré votre arrivée, votre affectation, et les événements récents. Ce n'est pas terminé, mais je voulais que vous sachiez que ce que vous avez montré ici dépasse de loin ce qu'on attend d'une assistante de stock. » Camille sentit une chaleur étrange l'envahir. Pas de fierté, pas d'arrogance, mais une reconnaissance sincère, celle qu'elle n'avait jamais cherchée mais qui, maintenant qu'elle se présentait, la bouleversait. Il la regarda longuement, comme s'il pesait chacun de ses mots avant de conclure. « Vous avez encore beaucoup à offrir, et je compte bien vous laisser la place de le faire. » Puis il se leva et quitta la salle, laissant Camille seule avec le cœur en tumulte. Elle comprit alors que tout ce qui s'était passé n'était que le début. Un début imprévu. Un début qui changeait non seulement sa carrière, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qu'elle ne pourrait plus ignorer. La tension flottait dans l'air comme une poussière électrique. Depuis plusieurs jours, l'escouloir de Morel Haute Mode vibrait d'un silence anormal, comme si toute l'entreprise retenait son souffle. Les discussions à la machine à café étaient murmurées, les portes se refermaient plus vite qu'à l'habitude, et les regards devenaient plus fuyants, plus scrutateurs. Quelque chose de grave était en train de mûrir, et tout le monde en pressentait la proximité sans oser poser de mots dessus. Camille, elle, marchait chaque jour dans ce climat avec une maîtrise acquise au prix de douleurs anciennes. Son corps entier demeurait droit, mais à l'intérieur la tempête grondait. Elle avait repris son travail de manière exemplaire. Malgré la clarté des faits, elle n'avait pas cherché à provoquer, ni à triompher. Elle avait continué à gérer les stocks, à optimiser les flux, à répondre avec calme aux demandes. Mais la vérité, elle le savait, n'avait pas fini de révéler ses ramifications. Alexis n'avait rien précisé de plus depuis leur dernière conversation,
Mais son regard ce jour-là, chargé de certitude, lui avait suffi. Ce n'était pas terminé, et elle était prête. Ce lundi matin-là, un message fut envoyé à l'ensemble des cadres supérieurs et intermédiaires de l'entreprise. Une réunion obligatoire était convoquée à 15 heures précises, en salle de direction, à la demande personnelle du PDG. Aucune précision, aucun ordre du jour, juste une convocation dont l'origine même suffisait à semer un frisson collectif. Camille reçut l'invitation également. Son cœur se serra brièvement, mais elle n'hésita pas, elle savait que cette heure devait venir. Lorsque l'ascenseur l'emmena jusqu'au dernier étage, elle croisa plusieurs collègues qui lui adressèrent un signe de tête bref. Dans leur regard, plus de moquerie, plus de mépris, mais une forme de reconnaissance confuse, teintée, de respect. Et peut-être aussi, pour certains, de crainte. La salle était déjà presque pleine lorsqu'elle entra. Alexis se tenait au centre, vêtu d'un costume gris clair, sobre et sans ornement, les manches retroussées comme pour rappeler qu'il était là pour travailler, pas pour faire de la représentation. Autour de lui, les principaux responsables, Nadège incluse, arboraient un calme fin, masque d'une inquiétude qu'ils se peinaient à contenir. Alexis attendit que tout le monde soit assis. Il ne s'adressa à personne en particulier. Il parla à la pièce entière. Depuis plusieurs semaines, des irrégularités ont été constatées dans notre système interne. Pas seulement des erreurs logistiques, des comportements qui vont à l'encontre de valeurs que nous prétendons défendre. Un frémissement parcourut la salle. Nadège, bras croisés, esquissa un léger sourire. Alexis continua. « J'ai mené une enquête discrète, recueilli des témoignages, confronté de documents, analysé des logs. Ce que j'ai découvert est grave. » Il se tourna lentement vers le mur vitré et activa l'écran de projection. Une série de fichiers s'afficha, des extraits de connexion, des captures d'écran, des horodatages, puis des séquences montrant des écarts dans les rapports de stock, des documents, modifiés depuis un terminal spécifique, celui de Nadège. La salle devint muette. Alexis reprit. Ces modifications ont été faites à des moments où la personne officiellement responsable, Camille Brousseau, n'était ni présente, ni connectée. Il se retourna enfin vers Nadège. « Vous souhaitez commenter ces éléments ?» Elle resta quelques secondes sans bouger. Puis, d'une voix parfaitement maîtrisée, elle répondit « J'ai consulté certains fichiers dans le cadre de mes fonctions. Il se peut que j'aie modifié quelques lignes par erreur. Rien d'intentionnel. » Alexis la fixa. 3 erreurs coordonnées, avec le même objectif. Discréditer une employée. Et toujours dans les systèmes qu'elle avait créés. Nadège répliqua plus sèchement « Camille Brousseau n'a aucune formation officielle. Elle a improvisé. » Un système sans validation. Peut-être est-ce vous qui avez voulu la valoriser au-delà de ses compétences. Un souffle de surprise parcourut la salle. C'était une attaque directe. Elle insinuait à demi-mot que les attentions d'Alexis envers Camille n'étaient pas purement professionnelles. C'était un risque, un acte désespéré. Alexis ne se troubla pas. Il avança d'un pas, les mains posées à plat sur la table. Ce que je ressens ou non n'a rien à voir ici. Ce qui compte, c'est qu'une employée a été piégée, délibérément, et qu'on a tenté de saboter son travail pour des raisons d'ego, de pouvoir ou de jalousie. Il se redressa. J'ai pris ma décision. Nadège, à partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions. Une procédure disciplinaire complète sera engagée. Nadège ne protesta pas. Elle se leva, rassembla ses affaires lentement et quitta la salle sans un mot. La porte se referma derrière elle dans un silence de cathédrale. Alexis laissa passer quelques secondes. Puis, tourné vers le reste du personnel, il conclut « J'attends de chacun ici qu'il se rappelle ce qu'est l'intégrité, la loyauté et surtout le respect. À partir d'aujourd'hui, tout le monde est tenu de se réévaluer. » Il mit fin à la réunion sans autre mot. Camille resta assise un instant, abasourdie, pas par la chute de Nadège, ni par la victoire apparente, mais par la force avec laquelle Alexis avait pris position, par la manière calme, implacable, dont il avait défendu sa dignité. En quittant la salle, elle le croisa. Il la regarda avec une intensité inhabituelle. Pas un mot, juste un échange de regards qui disait tout. Il n'avait pas fait cela uniquement par devoir. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer, mais qui était là, vivant et irréversible. Le pouls.
Lendemain de la réunion qui avait fait trembler les fondations de Morel Haute Mode, l'ensemble de l'entreprise semblait marcher sur des œufs. Le nom de Nadège ne circulait plus à voix haute. Ses anciens collaborateurs faisaient un profil bas, ses dossiers étaient gérés par intérim par une équipe de supervision désignée par Alexis lui-même. Personne n'osait commenter directement ce qui s'était passé, mais dans chaque regard échangé, dans chaque mouvement ralenti dans les couloirs, se lisait la conscience d'un changement profond. La peur mêlée à une forme de soulagement. Un cycle venait de se rompre. Camille, elle, poursuivait son travail sans montrer de triomphe ni de rancune. Elle venait au bureau à la même heure, accomplissait ses tâches avec la même rigueur, évitait les discussions inutiles. Mais intérieurement, elle sentait que quelque chose se préparait. Un frémissement sous la surface. Une tension nouvelle qui ne venait plus de la peur, mais d'un sentiment plus subtil. Un trouble, une attente. En milieu de journée, elle reçut un message inhabituel sur sa messagerie professionnelle. Une simple ligne. Mon bureau à 16 heures. Alexis. Aucun autre mot. Pas de justification. Pourtant, son cœur accéléra aussitôt. Elle essaya de se concentrer sur 16 fichiers, mais chaque minute semblait s'étirer au-delà du raisonnable. Lorsque l'heure arriva, elle monta d'un pas mesuré jusqu'au dernier étage. Le couloir menant au bureau du PDG était désert. Elle frappa doucement. Une voix grave l'invita à entrer. Alexis se tenait debout près de la baie vitrée, observant la ligne d'horizon grise qui barrait la capitale. Il se retourna lentement lorsqu'elle entra. Il ne souriait pas, mais son regard n'avait rien de dur, plutôt une fatigue honnête, un poids ancien qu'il semblait enfin prêt à déposer. « Asseyez-vous, Camille. » Elle obéit, sans mots. Il ne retourna pas immédiatement à son bureau. Il resta debout, main dans les poches, comme s'il cherchait les mots justes, ou peut-être le courage de les dire. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué. » Elle le fixa sans répondre. « Ce n'est pas pour parler du travail, ni des procédures en cours, ni de vos performances. » Il fit une pause. « C'est plus compliqué que ça. » Le silence s'épaissit entre eux. Depuis le jour où je vous ai vu dans le hall, maladroite, perdue, quelque chose en moi a changé. Je ne savais pas ce que c'était au début. Je croyais que c'était de la curiosité. Puis, quand vous avez été injustement attaqué, j'ai ressenti une forme de colère que je n'éprouve jamais dans ce milieu. Une colère intime, viscérale. Il s'approcha lentement de la table, mais resta debout. Vous m'avez rappelé quelque chose, que j'avais perdu, une forme d'authenticité, de courage simple. Vous avez tenu debout quand tout vous poussait à fuir. Et ça... Il s'interrompit, cherchant ses mots, le regard fixé sur elle. Je crois que je suis tombé amoureux de vous, Camille. Le temps sembla se figer dans la pièce. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait rien vu venir sous cette forme. Elle avait perçu des regards, des gestes, une bienveillance rare. Mais ces mots, prononcés ainsi, sans artifice, la traversèrent, comme une onde brute. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva avec lenteur. « Monsieur Morel. »« Alexis, je ne sais pas quoi dire. » Il sourit enfin, un sourire triste et sincère. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Je ne vous demande pas une réponse. Je voulais simplement que vous sachiez. Parce que vous avez droit à la vérité, vous aussi. Et parce que je ne veux pas que vous croyiez, ne serait-ce qu'un instant, que ce que j'ai fait pour vous n'était que professionnel. » Elle se leva lentement, les mains jointes devant elle. « Je ressens quelque chose aussi. Depuis un moment, je l'ai nié parce que je ne voulais pas que ça interfère. Je voulais que mes efforts parlent pour moi, que personne ne puisse dire, que j'ai reçu quelque chose que je n'ai pas mérité. » Il s'approcha d'un pas, mais s'arrêta à une distance respectueuse. « C'est justement ce que j'admire en vous. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Mais si nous voulons que cela reste pur, vrai, il faut faire attention. Le regard des autres n'est pas encore prêt. Et moi, je ne suis pas prête non plus à mélanger sentiment et pouvoir. » Alexis hocha la tête lentement. « Je comprends, et je respecterai ça. » Ils restèrent ainsi quelques instants, l'un face à l'autre, un espace entre eux plus dense que mi-conversation. Camille se tourna vers la porte. Avant de partir, elle dit « Merci de m'avoir dit la vérité, cela me suffit pour l'instant. » Puis elle sortit, laissant Alexis seul dans son bureau, l'ombre du crépuscule montant lentement sur les vitres. Ce jour-là, aucun document ne fut signé, aucun contrat ne fut modifié. Mais un pacte silencieux s'était établi entre deux âmes qui avaient vu en l'autre quelque chose de rare,
la possibilité d'un amour sans condition, né dans un monde où rien ne semblait fait pour lui survivre. Le matin était clair et paisible, mais Camille sentait en elle une agitation qui contrastait violemment avec la lumière douce qui baignait les toits de Paris. Depuis sa conversation avec Alexis, 2 jours auparavant, elle n'avait cessé de réfléchir, de retourner chaque mot, chaque regard, chaque silence. Il n'y avait pas eu de geste déplacé, ni d'attente exprimée. Seulement une vérité nue, déposée entre eux comme un secret sacré. Et pourtant, cette vérité changeait tout. Elle ne pouvait plus se comporter comme si rien n'avait été dit. Elle ne pouvait pas continuer à venir chaque jour dans cette entreprise, agir en simple employée, sachant que le regard du PDG sur elle était chargé d'un sentiment qu'elle partageait en silence, mais refusait encore d'embrasser pleinement. Elle passa la journée dans un état de concentration presque automatique. Elle rangea les fichiers, valida les flux, régla une erreur de livraison avec efficacité, mais tout cela se faisait dans une sorte de dédoublement intérieur. Elle accomplissait sa tâche, mais son esprit construisait déjà autre chose. Une décision. Le soir venu, alors que les derniers employés quittaient les lieux, elle resta seule encore un moment dans le sous-sol vide. Elle sortit un papier à en-tête, y inscrivit quelques lignes simples, puis glissa la feuille dans une enveloppe. Elle monta à l'étage supérieur, frappa à la porte du bureau de direction. Ce fut l'assistante personnelle d'Alexis qui ouvrit. « C'est pour lui. »« Personnel », dit-elle calmement. Elle tendit l'enveloppe, puis tourna les talons sans attendre de réponse. Ce n'est que le lendemain matin qu'Alexis lut la lettre. « Monsieur Morel, je vous remercie pour votre honnêteté. Elle m'a profondément touché. Mais je dois partir. Non pas par peur ni par orgueil, mais parce que je dois me retrouver hors de l'ombre de cette entreprise, hors de votre regard aussi. J'ai besoin de prouver à moi-même que ce que j'ai accompli ici n'était qu'un début et que je suis capable d'aller plus loin, seul. Je ne veux pas que ce que nous ressentons soit entaché par un déséquilibre de position. Si un jour ailleurs, dans d'autres circonstances, nos chemins se croisent à nouveau, alors peut-être pourrons-nous construire quelque chose de vrai, d'égal, de libre. » Avec respect, Camille Brousseau-Alexis relut ces lignes plusieurs fois. Il n'en fut ni surpris ni blessé. Il comprenait. Mieux que quiconque, parce qu'il savait que Camille était de celles qu'on ne retient pas, de celles qui partent quand elles sentent que c'est le bon moment, même si cela coûte. Il respectait cette force-là autant qu'il l'aimait. Camille remit son badge le jour même, rendit ses accès sans cérémonie. Aucun discours ne fut prononcé. Michel, visiblement ému, lui serra la main longuement. Inès, qui avait toujours été discrètement bienveillante, lui glissa un mot dans la poche. « Tu vas manquer à cet endroit plus qu'il ne le dira jamais. » Elle quitta le bâtiment par l'entrée principale, les yeux levés vers la façade imposante qu'elle avait franchie, intimidée des mois plus tôt. À l'époque, elle était une jeune femme du village de Cluny, pleine de rêves, sans défense. Aujourd'hui, elle partait plus forte, brûlée par certaines blessures, mais aussi forgée par l'injustice, l'épreuve, la vérité. Elle retourna dans sa ville natale, accueillie par sa mère, avec une étreinte silencieuse. Elle passa plusieurs jours à marcher dans les vignes, à s'asseoir au bord de la rivière, à retrouver ce qu'elle était avant Paris. Et peu à peu, elle commença à rêver à nouveau. Mais cette fois, les rêves n'étaient pas faits de vitrines et de défilés. Ils parlèrent de structure, de vision, d'impact réel. Elle se mit à écrire des idées, des projets, un système logistique plus humain, plus intuitif. Elle consulta d'anciens collègues, relut ses notes, élabora une méthodologie complète. Hélène ne cherchait pas à revenir dans le luxe. Elle voulait construire quelque chose d'utile, de vrai, de juste. Plusieurs semaines passèrent. Elle ne reçut aucun message d'Alexis et elle n'en envoya aucun. C'était une séparation volontaire, claire, douloureuse mais respectée. Mais un matin, alors qu'elle relisait ses schémas dans le petit bureau aménagé dans la grange de sa mère, un courrier arriva. Un pli épais, officiel, mais sans logo. À l'intérieur, une proposition. Une start-up logistique en cours de fondation à Paris, basée sur un nouveau modèle inspiré de systèmes innovants. Le nom du fondateur, Alexis Morel, désormais officiellement détaché de Morel Haute Mode. Le poste proposé, responsable de la conception logistique et stratégique. Et une simple phrase manuscrite à la fin du document. Cette fois, c'est « Vous qui décidez où vous voulez aller, je serai là.
Camille resta immobile un moment, la feuille entre les mains, le cœur battant à l'unisson avec les mots. Elle ne sourit pas tout de suite. Elle ne se précipita pas pour répondre. Elle sortit, marcha jusqu'au champ voisin, la lumière du matin glissant sur les feuilles. Puis elle leva les yeux vers le ciel clair. Elle savait déjà ce qu'elle ferait. Mais elle se donna encore un jour, un seul, juste pour savourer cette sensation rare, celle d'avoir enfin le choix. Le train filait à travers les plaines, avalant, les kilomètres entre Cluny et Paris, comme si le passé se refermait derrière chaque borne kilométrique. Camille regardait le paysage défiler sans vraiment le voir, absorbée par une sensation nouvelle. Elle ne revenait pas à Paris comme une ex-employée ni comme une invitée. Elle y retournait comme une actrice de son propre destin. La lettre qu'elle avait reçue quelques jours plus tôt n'était pas un appel. C'était une ouverture, une main tendue. Et cette fois, elle n'avait pas hésité. Elle avait pris le temps de peser sa réponse, non pas en fonction des souvenirs ou des sentiments, mais de ce qu'elle était devenue. Elle avait accepté. Son arrivée dans la capitale, elle ne se dirigea pas vers le faubourg Saint-Honoré, mais vers un quartier en transformation, près du canal Saint-Martin, où les entrepôts anciens se transformaient en espaces hybrides, entre bureaux et ateliers. C'était là que se trouvait les sièges temporaires de la start-up fondée par Alexis. Pas de panneaux dorés, pas de réceptionniste en tailleur, juste une porte de métal brut et un interphone discret. Elle entra, traversant un couloir au mur de briques nues, ses pas résonnant comme une promesse. À l'intérieur, une trentaine de personnes travaillaient dans une atmosphère concentrée mais détendue. Des jeunes développeurs, des logisticiens expérimentés, des designers d'interface. Tous semblaient animés par quelque chose de plus grand qu'eux. Camille s'annonça à une assistante qui l'accueillit avec un sourire chaleureux comme si elle l'attendait depuis longtemps. On la guida jusqu'à une salle lumineuse au fond du couloir où un plan du réseau logistique de la France était affiché en grand sur un mur. Alexis s'y trouvait déjà, en chemise blanche roulée au coude, penché sur une série de graphiques. Lorsqu'il se redressa et la vit, il ne bougea pas tout de suite. Il la regarda intensément, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle, qu'elle était venue. Elle s'approcha sans détour, ses yeux plantés dans les siens. Il parla le premier, la voix basse mais assurée. « Tu es venu. » Elle hocha la tête. « J'ai lu ta proposition, et je l'ai acceptée, pas pour te suivre, mais pour construire. » Il sourit sans arrogance, sans surprise. C'est ce que j'espérais. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se touchèrent même pas. Mais quelque chose s'établit entre eux à cet instant. Un accord silencieux, une égalité pleine. Camille posa son sac sur une chaise, sortit son cahier de croquis, ouvrit une page marquée. Le schéma d'un système de distribution en étoile, centré sur Paris, mais connecté à des points ruraux, pour valoriser aussi la périphérie. Voilà ce que j'ai préparé. Ça peut être notre première base de travail. Il la regarda, non plus comme une protégée, mais comme une partenaire. Il s'assit à côté d'elle, analysant le dessin. « Tu veux diriger le pôle logistique ? Je veux le concevoir et le faire grandir, avec une équipe qui croit autant à l'intelligence qu'à l'humain. Alors on commence aujourd'hui. » Les heures suivantes passèrent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils discutèrent des structures, des flux, des outils. Alexis exposa ses idées de plateforme éthique, Camille enrichit chaque notion avec des principes d'optimisation accessibles. À la pause déjeuner, ils mangèrent dans la cuisine ouverte avec les autres employés, assis sur des tabourets de bois, riant d'une anecdote sur un logiciel capricieux. Personne ne les regardait comme un couple potentiel. Ils étaient deux cerveaux, alignés, deux énergies complémentaires. Mais sous cette complicité technique, un fil invisible demeurait tendu. Un lien né de l'épreuve, de la reconnaissance mutuelle, de cette manière singulière qu'ils avaient de se voir réellement, au-delà des rôles, des statuts, des peurs. À la fin de la journée, alors que le bureau se vidait peu à peu, Camille rangea ses affaires, Alexis l'attendit à l'entrée. « Je peux te raccompagner ?» demanda-t-il sans pression. Elle acquiesça. Ils marchèrent dans les rues de Paris, côte à côte, parlant du projet, des erreurs passées, d'essais que chacun avait appris. Quand ils arrivèrent au carrefour de la station Jacques-Bonsergent, Camille s'arrêta. « C'est là que je tourne. » Il la regarda un instant. Elle soutint ce regard, droite, calme. « Et si je te disais que je ne suis plus ton patron, mais ton partenaire, je te croirais. » Il fit un pas vers elle. « Et si je te disais que je n'ai jamais cessé de penser à toi ?»
Elle répondit sans détour, « Alors sache que moi non plus. » Il tendit la main lentement, comme on tend une possibilité. Elle la prit, et dans cette simple pression, il n'y avait ni serment, ni précipitation. Juste la reconnaissance de ce qui était devenu inévitable. Ils reprirent leur marche, main dans la main, vers une ville qui les avait changés. Et cette fois, ils n'étaient plus en décalage, ni en déséquilibre. Ils étaient deux adultes, debout portés par la même force, celle d'avoir choisi librement et ensemble de recommencer.